Bienvenue à tous. Moi, je suis Laure Lemarquis. Je suis la directrice du pôle transformation des entreprises au WWF France. Et j'ai le plaisir d'être la modératrice pour cette table ronde sur le sujet des stratégies nature d'entreprise et notamment avec un focus sur l'action collective. Comment l'action collective se met au service de ces stratégies nature science-based. Donc cet aspect science-based au WWF, c'est vraiment quelque chose auquel on tient, c'est notre ADN. Quand on agit au niveau des projets de conservation terrain, quand on agit sur des sujets de sensibilisation auprès des citoyens ou quand on agit sur l'accompagnement des entreprises dans leur transformation, on place toujours la science au cœur de nos approches. Et c'est dans cette optique aussi qu'on est engagé depuis plusieurs années dans l'élaboration des cadres science-based, donc Science-Based Targets for Climate, SBTI, et depuis quelques années Science-Based Targets for Nature. De plus en plus d'entreprises s'engagent dans cette démarche SBTN et se fixent des cibles sur les sujets nature qui sont science-based. Mais au-delà de cet objectif de se fixer des cibles science-based, il y a l'objectif de faire atterrir ces stratégies nature sur des transformations réelles et sur le territoire. Encore plus que pour le climat, quand on parle biodiversité, l'action doit être ancrée sur les territoires. C'est là qu'il y a vraiment l'approche intégrée qui doit atterrir. Et cet atterrissage, il implique de travailler avec différentes parties prenantes. Parfois, c'est des parties prenantes assez nouvelles pour des entreprises qui doivent remonter leur chaîne de valeur, travailler au-delà de leur chaîne d'influence, enfin de leur sphère d'influence directe, et puis intégrer des nouveaux interlocuteurs qui peuvent être des communautés locales, des pouvoirs publics, différents acteurs du territoire. Et ça, c'est un défi à relever. Donc aujourd'hui, on aura deux discussions. Une première discussion sur le niveau stratégie nature. Quand on est une entreprise et qu'on veut s'emparer de ces cadres science-based, quelles sont les parties prenantes clés à engager et comment on peut travailler en collectif pour faire avancer ces méthodologies et convaincre en interne ou en externe. Et la deuxième discussion, ce sera sur le sujet implémentation. Donc comment on passe de la stratégie et de la vision à l'action et à la transformation de terrain. Et donc, on parlera action au niveau des territoires. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Jordan Ray, qui est responsable développement durable chez Hermès, donc Hermès qui est un des partenaires du WWF. Cyprien Ionescu, responsable capital naturel au WWF France, donc pour notre première table ronde. Et la deuxième discussion, on accueille Sandrine Sommer, qui est Chief Sustainability Officer de Moët Hennessy, aussi un de nos partenaires. Et puis Jean Rousselot, responsable du programme Eau douce au WWF France. Alors, je me joins à vous et je vais commencer par donner la parole à Cyprien Ionescu. Donc, l'année dernière, le WWF France a lancé le Lab Capital Naturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette instance et pourquoi à ce moment-là du déploiement des stratégies nature ? Oui, bonjour à tous et merci Laure pour cette introduction. Effectivement, le Lab Capital Naturel, on l'a lancé en mars dernier et ça a été un peu le fruit, ça a été un peu l'aboutissement de toute une réflexion qu'on a lancée sur le sujet capital naturel depuis son avènement au WWF France, c'est-à-dire dans les années, pour faire simple, autour de 2020, lorsqu'on a construit notre stratégie sur le capital naturel. Et le point de départ, pour faire simple, de notre stratégie, ça a été de partir de l'accord de Kunming-Montréal. Qui stipule, comme vous le savez tous, qui fixe en tout cas cette perspective, cet objectif, on va dire macro, qui est celui de stopper et d'inverser la courbe de perte de nature. C'est l'objectif, on va dire que c'est l'état désirable du monde qui devrait s'appliquer à l'ensemble des acteurs, que ce soit des États, mais aussi des acteurs économiques, des entreprises. Donc ça c'est la perspective, c'est notre perspective, on va dire un peu stratégique. Et la question qu'on s'est rapidement posée, c'est que par rapport à ça, les entreprises aujourd'hui, elles sont confrontées à une immense variété d'instruments pour construire leur stratégie, fixer leurs objectifs sur la nature. Des instruments, donc c'est des cadres volontaires, ça peut être des outils aussi.
Et donc, il a fallu qu'on priorise, il a fallu qu'on ait une vision en fait par rapport à ces différents cadres. Et donc, on a analysé les principaux instruments aujourd'hui qui sont disponibles pour les entreprises, et on les a analysés au regard de leur capacité à pouvoir permettre d'atteindre quelque part cet objectif de Kunming Montréal. Donc, on a passé au crible plusieurs dizaines d'instruments. Ça nous a conduit à publier un guide sur le sujet, le guide des outils capital naturel, si ça vous intéresse, et à identifier les approches qui nous paraissaient les plus prometteuses ou les plus robustes par rapport à la nature. Au premier rang desquelles est apparue donc celle que Laure citait tout à l'heure, Science Based Targets for Nature, qui est arrivée, on va dire, assez largement en tête des instruments aujourd'hui disponibles par rapport à leur capacité, encore une fois, qui est notre prisme, d'alignement sur l'accord de Kunming-Montréal. On l'a fait parce que, donc nos critères, les principaux critères de choix ont été notamment la question de la science, évidemment, qui est absolument fondamentale pour le WWF. Donc notamment l'intégration dans SBTN de la question du respect des seuils écologiques, évidemment, et ça je pense que c'est un des principaux critères, mais c'est aussi l'intégration de l'intégralité des chaînes de valeur des entreprises de manière obligatoire dans les analyses. Mais également le fait que, à travers ce cadre, l'entreprise doit non seulement s'intéresser à ces pressions qui pèsent sur la nature, et notamment à ces pressions, je veux dire, en données primaires, c'est-à-dire en données tracées, mais aussi qu'elle doit s'intéresser à l'état des milieux sur lesquels elle exerce ces pressions. Donc elle doit avoir une identification un peu géographique pour pouvoir ensuite prioriser ces hotspots de biodiversité à l'échelle de sa chaîne de valeur. Et puis évidemment, quatrième critère extrêmement important pour nous, mais c'est pas exhaustif cette analyse, c'est la question de la vérification par un tiers indépendant. Comme beaucoup d'approches, évidemment, il y a celles qui sont vérifiées et celles qui ne le sont pas. Et c'est pour nous évidemment un critère de choix. Et évidemment, on n'est pas les seuls à penser que SBTN se situe, on va dire, au plus haut des approches en termes d'exigence et de robustesse pour les acteurs. Il y a plus de 80 organisations aujourd'hui qui sont impliquées dans le développement de la méthodologie SBTN, donc quasiment toutes les grandes ONG de conservation, beaucoup d'universités, des experts, des consultants, etc. Et puis au niveau national, on a aussi eu la reconnaissance de l'OFB plus récemment, l'Office français de la biodiversité, qui a établi une corrélation directe entre SBTN et le programme Entreprises engagées pour la nature, dans le sens où les grandes entreprises, les futures grandes entreprises qui voudront obtenir le label entre guillemets Entreprises engagées pour la nature pourront, parmi les trajectoires d'équivalence, elles pourront passer par SBTN. Donc évidemment, cadre le plus robuste, mais cette robustesse a des implications. Qui dit robustesse dit exigence. Exigence en termes de méthodologie et exigence donc méthodologique, technique, et donc défis. Défis qui s'y rattachent. Des défis qui soient techniques pour comprendre et pour mettre en application les méthodologies, et puis du temps évidemment à investir pour implémenter ça dans l'entreprise, et de l'investissement. Et de l'investissement en temps, en argent, etc. Quelque part, c'est assez logique. Qui a pensé, peut-être dans cette salle, que la transition écologique se ferait sans un minimum d'effort de la part des acteurs économiques? Donc un certain nombre de défis, on va dire, pour les entreprises qui s'y engagent, des défis, on va dire, individuels à leur échelle, mais aussi des défis qui peuvent être adressés à une échelle collective. Et c'est ça un peu l'idée centrale qu'il y a derrière le Lab Transition Nature dont il est question aujourd'hui. C'est effectivement de pouvoir construire une coalition d'acteurs pour aider le monde économique à s'approprier ces objectifs, ces cadres ambitieux pour la nature. Et donc on s'est concerté avec l'OFB dans un premier temps, l'Office français de la biodiversité, puis ensuite avec SBTN qui est rentré aussi dans le consortium, qui sont un peu les trois parties prenantes fondatrices du Lab. On s'est dit que le sujet, aujourd'hui, par rapport à l'état de maturité en fait, du sujet, ça veut dire des entreprises qui sont déjà engagées depuis plusieurs années et beaucoup d'autres entreprises qui s'y intéressent, ce sujet nécessitait de fédérer un groupe d'acteurs et un groupe d'entreprises notamment, d'entreprises françaises pionnières. Il faut savoir que l'écosystème français, l'écosystème économique français est assez largement en avance au niveau international sur ce sujet SBTN en particulier. Donc fédérer ces entreprises qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà engagées pour les accompagner, alors pas dans la mise en application de la méthodologie, ça, elles vont devoir toujours fonctionner soit en interne, soit en prenant des conseils externes, mais les accompagner à un niveau stratégique. Et miser aussi beaucoup sur l'intelligence collective qu'il y a dans ces entreprises, mais aussi avec les experts des différentes parties prenantes du Lab.
Et donc, on a imaginé une série d'activités pour aider justement cet écosystème d'acteurs pionniers à, on va dire, à optimiser leurs projets SBTN. Et les quatre, on a grosso modo structuré le lab Capital Naturel en quatre activités principales qui sont, on va dire, le cœur du réacteur, c'est les ateliers, les ateliers stratégiques collaboratifs. C'est l'idée d'avoir des groupes de travail avec donc les entreprises, avec les experts du WWF, de l'OFB et la participation de SBTN pour travailler un certain nombre de défis, soit techniques, soit stratégiques au niveau de l'entreprise. Donc ça peut être l'appropriation d'un certain nombre d'outils qui sont utilisés dans le cadre méthodologique, mais ça peut être aussi travailler sur les questions de traçabilité qui sont parfois un peu complexes à adresser pour les entreprises. Ça peut être la question du passage à l'échelle, on va dire d'objectifs, typiquement sur l'eau, d'objectifs qui sont à l'échelle locale sur les bassins versants prioritaires de l'entreprise, à une stratégie globale sur l'eau. Voilà, c'est ce type de problématiques qu'on cherche à adresser, ou des problématiques aussi de mobilisation des parties prenantes. Pour fixer des objectifs science-based pour la nature, on a besoin de faire appel à un certain nombre d'experts externes, et notamment d'agences de l'État, par exemple, pour connaître un peu le seuil de bon état écologique, par exemple, des masses d'eau de surface. Et donc faciliter la mobilisation de ces experts externes, et notamment des agences publiques. C'est aussi une des vocations du lab à travers ces ateliers. Donc c'est des échanges entre pairs, entre experts, et avec les développeurs de SBTN. L'idée, c'est aussi, on a cette chance d'avoir des développeurs de SBTN dans le groupe, de pouvoir faire remonter aussi aux développeurs les choses qui fonctionnent, les défis aussi auxquels sont confrontées les entreprises pour rendre les approches les plus opérationnelles possibles. Et puis on a 3 autres types d'activités qui sont très complémentaires à ces ateliers, qui sont des expéditions de terrain, donc c'est vraiment une immersion par exemple, typiquement, on en a une la semaine prochaine, pour tout vous dire, sur un site d'un des membres du lab qui est Séché Environnement. On va aller visiter un site de tri de déchets dangereux pour comprendre comment est-ce que Séché s'est fixé des targets sur l'eau au niveau de ce site, comment est-ce que ces targets résonnent par rapport à la stratégie globale nature de l'entreprise. Et comment est-ce que ces targets sont déployés à l'échelle du groupe en dehors du site. Et puis comprendre comment le site est intégré dans son territoire, ce qui est aussi un des grands défis de SBTN. Et puis deux autres activités sur lesquelles j'irai un peu plus vite, des événements de haut niveau juste pour valoriser en fait ce que les entreprises font, et puis surtout pour partager au reste du monde économique le niveau d'avancement en fait du monde économique, en particulier en France, mais aussi potentiellement au niveau européen, justement de ces sujets-là, et puis à travers des publications. Et puis peut-être dernière activité que je voudrais mettre en exergue, qui arrivera peut-être à un peu plus long terme, c'est l'émergence de projets de terrain collectifs. Un peu dans la même veine que ce qui va être présenté tout à l'heure dans l'autre table ronde, que ce soit au niveau des territoires. On a aujourd'hui une diversité d'acteurs dans le lab qui nous permet d'imaginer d'avoir des géographies communes sur différentes chaînes de valeur, et donc d'avoir des territoires communs sur lesquels travailler pour plusieurs partenaires, enfin pour plusieurs membres du lab. Et donc on pourrait très bien imaginer la construction de projets collectifs à un niveau multipartie prenante et au niveau landscape. Donc ça, c'est une première approche. Et puis potentiellement aussi d'avoir des travaux sur des chaînes de valeur communes. Pareil, on a une diversité de membres du lab aujourd'hui suffisante pour pouvoir imaginer d'avoir des approches stratégiques communes sur des commodités communes, par exemple, si on parle de l'amont agricole. Merci beaucoup. Donc un programme assez varié. Et Jordan, en tant que membre du lab Transition Nature, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Hermès a choisi de rejoindre le lab? Quel type d'accompagnement ou de solution vous y trouvez? Oui, tout à fait. Bonjour Laure. Chez Hermès, en fait, la vision du développement durable, elle est un peu départagée entre deux visions qui se croisent. C'est comment on fait perdurer nos activités dans le temps, donc le Hermès durable, et comment on agit dans un rôle d'acteur responsable envers la société et la planète, pour le dire rapidement. Donc une vision d'Hermès responsable. Et nous, notre rôle à la direction développement durable du groupe, c'est de construire le cadre stratégique pour accompagner toutes les activités d'Hermès dans le déploiement de ces visions et de projets de développement durable. Voilà, parce que rapidement, Hermès, c'est de la création, bien sûr, hein, des produits de la collection, plusieurs métiers. C'est aussi plusieurs dizaines de sites industriels, dont 60 en France et 300 magasins.
Donc ça fait pas mal d'entités à coordonner et chacun a leur spécificité. Et donc sur ça, sur notre cadre stratégique, on l'a déployé en 3 parties assez classiques, hein, les femmes et les hommes, la planète et la communauté. Et donc moi, je me suis plutôt en charge des sujets de planète. Et sur la planète, on a besoin de coopérer. Ce n'est pas des sujets, que ce soit le climat, que ce soit la nature ou les enjeux de flux, d'eau, de déchets et d'énergie. Ce n'est pas des choses qu'on peut complètement 100% maîtriser en interne, et donc on a besoin de collaboration. Et c'est pour ça qu'on est aussi partenaire avec le WWF France depuis 10 ans. Enfin, il faudrait qu'on calcule la date parce qu'on va bientôt passer vraiment les 10 ans. On pourra faire un petit anniversaire, et donc en termes de coopération technique, et il nous accompagne sur plusieurs sujets, ce qui vient aussi avec notre stratégie nature. Bon, j'y reviendrai peut-être un peu après plus tard. Mais donc quand ils nous ont proposé de travailler dans le lab Transition Nature, c'est une évidence, ça correspondait à notre façon de travailler. Et ce qui est intéressant dans le lab, c'est qu'on est des partenaires qui sont tous autour du même sujet, donc de la démarche, ici la démarche SBTN, et on va se poser les mêmes questions. On a l'occasion d'avoir des retours d'expérience de certains membres, d'apporter des retours d'expérience pour avoir aussi un regard et un échange. Et comme les membres en sont à des niveaux d'avancement différents sur la méthode et n'ont pas commencé tous par les mêmes bouts, par les mêmes sujets, c'est vraiment intéressant d'avoir ces regards croisés. Comme l'a dit Cyprien, vraiment le cœur, c'est les ateliers stratégiques collaboratifs où on est ensemble, où on peut échanger. Et moi, ça m'a permis personnellement d'avoir des retours d'autres entreprises sur les sujets et de se rendre compte qu'on partage aussi les mêmes difficultés, qui peuvent être des difficultés de conduite du changement, des difficultés d'amener un consensus, d'expliciter les sujets. Les sujets de nature, ils sont... En fait, on pense qu'on en a tous une connaissance assez intuitive. On est quand même plus ou moins en contact de la nature, de la biodiversité. Mais quand on apporte ce côté science-based, enfin voilà, fondé sur la science, il faut aller le chercher. C'est des concepts qui peuvent être assez complexes à emmener à les porter à la direction générale pour aller embarquer les sujets. Alors justement, sur ce point d'engager la direction générale, là on est dans un contexte, nous ce qu'on voit au sein du monde économique, où l'enjeu des entreprises, c'est déjà de délivrer sur des engagements qui ont été pris, notamment sur le climat, et qu'avec tout ce qui se passe aux États-Unis, tous les enjeux de backlash sur les sujets écologiques, on n'est pas trop dans un moment où les entreprises s'engagent facilement sur des nouveaux engagements. Donc avec ce déploiement de la méthodologie SBTN, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des parties prenantes clés qu'il faut mettre autour de la table et comment on les convainc? Oui, tout à fait. Donc la méthode SBTN, nous, déjà, elle nous convient, cette démarche, parce qu'elle répond à l'ambition nature du groupe, qui est une ambition qui a été fondée sur la science, et on veut comprendre et pouvoir calculer notre impact à partir des pressions et baisses pour pouvoir réagir et répondre à notre rôle, que ce soit chez nous, sur nos sites, ou au sein de nos chaînes de valeur, en termes de réduction de notre impact, ou aussi de restauration et de régénération. Et donc pour cela, c'est des projets qui embarquent pas mal de monde, qui sont assez transverses, et c'est ça tout l'intérêt. Et donc moi, je vois 3 principales catégories d'acteurs à embarquer. Évidemment, les premiers, c'est en interne. Donc nous, comment on a réussi à faire avancer la démarche SBTN? On a construit des groupes de travail sur les différents compartiments de la méthode. Donc on a l'eau d'un côté et les sols, et on est allé chercher la direction générale avec un sponsorship, et ce sponsor, on l'a eu en embarquant des experts transverses. Enfin, on a la chance chez Hermès, par exemple, sur les sujets de l'eau, d'avoir un expert de l'eau plutôt sur nos sites industriels, mais qui est capable de parler de ces sujets et d'engager. Et ensuite, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de le porter au niveau des opérationnels, parce que tout l'intérêt quand on déroule la démarche, c'est c'est une démarche qui est appliquée, qui s'applique sur des sites, qui s'applique sur des bassins versants en termes d'eau, mais sur des écosystèmes, parce qu'on va chercher à comprendre les seuils de durabilité des écosystèmes. Et donc là, on a les acteurs opérationnels. Donc voilà, direction générale, expert transverse du sujet, et les acteurs opérationnels, avec l'idée quand même d'aller assez vite sur le terrain pour
démontrer l'applicabilité et les gains qu'on fait par cette méthode. Ensuite, quand on est sur le terrain, on a vraiment, et c'est là l'enjeu de la méthode SBTN, et c'est pour ça qu'on a apprécié l'effectuer, c'est qu'on est sur des projets multi-parties prenantes de territoire. On essaie de comprendre les enjeux d'écosystème sur lesquels on est. Par exemple, si on veut aller travailler sur nos ressources et notre qualité en eau sur un site, il faut qu'on comprenne les enjeux de l'écosystème et donc consulter des ONG, consulter l'agence de l'eau. Et donc tout ça, ça est facilité par la maturité du site et aussi la maturité de notre stratégie, de notre engagement là-dessus. Et enfin... Pour conclure, un petit exemple sur un vrai projet terrain, enfin l'atterrissage terrain de la méthode. C'est ça, donc en France ou... Par exemple en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ouais. Donc par exemple en Afrique du Sud, on a un enjeu où on est allé... donc nos partenaires élèvent des autruches. Elles sont nourries à base de luzerne et ces champs de luzerne fraîches sont irrigués par des rivières. Et ces rivières, elles sont envahies par des acacias noirs et différentes espèces invasives non locales, donc qui viennent aller pomper l'eau des rivières, réduire le débit de la rivière. Et donc là, il y a un grand projet de restauration, en fait, d'élimination de cette espèce invasive par des actions mécaniques qui regroupe le gouvernement local, une ONG, un partenaire technique et Hermès sur plusieurs kilomètres de rivière. Alors soit on travaille ensemble, soit on s'est partagé les kilomètres de rivière. Et donc ça a permis de redonner de la disponibilité de la ressource en eau pour la région, pour les agriculteurs du Luzerne. Et au final, ça renforce la résilience de notre chaîne de valeur parce que c'est l'alimentation des animaux qu'on utilise. Donc là, c'est vraiment un bon exemple de multi-parties prenantes qui a été appliquée. On a des résultats en cours. On a terminé la première partie. Et après, il y a tout l'intérêt d'aller derrière, et c'est ce que nous encourage la méthode, c'est on n'arrive pas, on traite et puis on se désengage, c'est qu'on va aller contrôler et regarder aussi le retour d'une biodiversité locale le long de cette rivière. Merci beaucoup. Donc là, on touche du doigt un des grands enjeux de la méthodologie, c'est-à-dire qu'on parle d'un cadre global qui permet d'appréhender de façon centrale les grands enjeux, en se fixant des cibles sur l'eau douce, en se fixant des cibles sur la déforestation. Mais assez rapidement, on identifie les enjeux clés. Les enjeux, ils sont à travers des commodités prioritaires et des géographies prioritaires. Et on atterrit sur le terrain pour travailler à des changements de pratiques dans le but d'avoir des écosystèmes en bonne santé. Donc là, je vais me tourner vers Sandrine de Moët Hennessy. Moët Hennessy qui fait partie du groupe LVMH. Et au niveau du groupe, il y a des grands engagements sur l'agriculture régénérative, sur la réduction des consommations en eau. Donc là, on est vraiment sur des cibles macro. Mais comment ces grandes cibles et ces grandes visions s'incarnent dans un business comme celui de MH et très concrètement au niveau des vignobles? Alors, merci Laure, bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par replanter peut-être un tout petit peu le décor de notre activité, donc Moët Hennessy, qui est donc l'activité vin et spiritueux de LVMH. Et donc la particularité, c'est qu'on a 25 maisons et surtout 25 terroirs répartis un peu partout dans le monde. Et donc, vous imaginez bien combien c'est important, et on le soulignait tout à l'heure, alors tu le disais, évidemment, même si on a une approche globale, il faut une action locale, ciblée, adaptée en fonction des différents territoires. On ne va évidemment pas faire les mêmes choses quand on est en Australie, en Argentine ou en France. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir aussi accès à cette diversité. Donc, les vins et spiritueux de Moët Hennessy, on le répartit en différentes catégories. Donc les champagnes, c'est ce qu'on connaît bien ici en France, mais on a également ce qu'on appelle les vins effervescents, donc sous la marque Chandon, des spiritueux aussi avec cognac à nouveau en France, en Charente, et puis les vins tranquilles. Voilà, donc ça c'est notre univers de jeu. Et donc on a un engagement comme Hermès, des engagements depuis longtemps sur la réduction évidemment de notre empreinte environnementale et l'amélioration de notre impact social sur toutes nos maisons, sur tous nos terroirs depuis de nombreuses années. On a décidé de synthétiser tout cela autour d'un programme qu'on appelle Living Soils, Living Together. Vous entendez bien la première partie, Living Soils. On a un gros focus sur la régénération des sols,
parce que je vous parle beaucoup de terroirs. Les terroirs sont évidemment éminemment liés à la typicité des sols et aussi, et on aura l'occasion d'en reparler, de la santé des sols. Voilà. Là, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail et puis répondre à ta question, Laure, en fait, là, j'avais décidé de vous faire voyager en Argentine. Donc là, on est à Mendoza, sur le terroir. Donc on appelle Chandon Argentina. Donc on a à la fois des vins effervescents sur ce terroir et à la fois un vin rouge, Terrazas de los Andes, un Malbec. Et donc on a un terroir assez important. Et en fait, il se trouve que ce terroir a une particularité. Donc vous voyez la montagne, c'est donc les cordillères des Andes. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est un désert sous ce vignoble. Et donc la vigne, elle a besoin d'eau pour pousser. Et dans cette région, il n'y en a pas assez de l'eau. Donc très vite, quand on a commencé à analyser les impacts et qu'on est rentré sur la thématique de l'eau proprement dit et quantité d'eau, évidemment, ce terroir est ressorti en puissance importante, ressorti pour l'ensemble de l'activité vin et spiritueux et ressorti aussi pour le groupe LVMH, puisque en fait, c'est le groupe LVMH qui est pilote de la stratégie de SBTN. Et très vite, on s'est aperçu, donc en analysant en détail, que ce territoire, ce terroir, ces deux maisons représentaient pas loin de la moitié de la consommation d'eau du groupe LVMH. Donc évidemment, là, on ne parle que du scope 1, donc de ce qu'on gère en direct, nos relations en direct, donc nos vignobles en propre. Parce que ce que je vous expliquais, c'est que donc il ne pleut pas souvent. Donc pour donner à peu près une notion, on a à peu près 280 mm de pluie dans cette région par an, quand en Champagne, on en a plus de 800 mm de pluie. Donc vous voyez bien évidemment tout de suite la différence. Donc là, on voit la cordillère des Andes pas enneigée, mais bon, quand même, normalement, elle peut être enneigée. Et donc, on profite de l'eau et de la fonte des glaces pour pouvoir irriguer notre terroir. Tous les terroirs ne sont pas irrigués, je viens à le préciser, parce qu'évidemment, on va en parler d'un autre juste après, mais celui-là, il est irrigué. Et donc, en fait, on a besoin de beaucoup d'eau pour faire pousser le vignoble, et donc on irrigue. Et on travaille sur cette irrigation depuis de nombreuses années pour diminuer quand même la quantité d'eau dont on a besoin. Mais malgré tout ça, on apparaissait comme vraiment un impact fort sur la consommation d'eau globale pour le groupe. Et c'est là où on a décidé effectivement de travailler avec WWF. Donc on a un partenariat avec WWF depuis 4 ans maintenant, et on l'a focusé sur cette dimension eau. Et donc on a organisé une étude spécifique sur l'Argentine, sur Mendoza, pour mieux comprendre en fait la position et la consommation d'eau nécessaire pour nos propres vignobles versus l'ensemble du vignoble de Mendoza versus l'ensemble du territoire. Et c'est là où on avait vraiment besoin d'être aidé pour ne pas avoir une vision uniquement auto-centrée, mais un peu plus large sur l'ensemble du territoire. Donc on a mené cette étude avec les différents acteurs locaux, donc nos viticulteurs partenaires, parce que bon, on a des vignobles en propre, et puis on achète aussi des raisins à des vignobles partenaires. Donc on a pu interviewer, donc WWF a pu interviewer tous ces partenaires, nos propres viticulteurs qui travaillent pour nous, mais aussi l'équivalent de l'agence de l'eau, l'équivalent des autorités locales, et puis d'autres types de cultures, pour avoir une vision vraiment macro de ce que ça pouvait donner. Long story short, en fait, les conclusions de cette étude, c'est que, et ça c'était hyper intéressant pour nous, alors à titre pour pouvoir un peu se gargariser, c'est que tout ce qu'on fait dans nos vignobles, et c'est ce que je vous disais, on y travaille depuis de nombreuses années, tout ce qu'on fait dans nos vignobles pour diminuer la quantité d'eau, donc on met en place des systèmes d'irrigation de précision, donc juste ce dont la plante a besoin au bon moment, et puis le système d'irrigation en goutte à goutte, donc voilà, pour limiter les consommations d'eau. Et WWF nous a évalué à nos pratiques nous permettaient d'être 3 fois plus efficaces
que des pratiques non, pas en goutte à goutte ou pas de précision qui pouvaient être faites sur le territoire par notamment des partenaires avec lesquels on travaille ou par des concurrents. Donc ça nous rassurait, entre guillemets, de se dire qu'au moins on avait fait quand même le travail sur nos propres vignobles et que c'était efficace. Donc bien sûr, la reco aussi, c'était de dire, bon, bah, puisque vous avez travaillé, vous avez tout intérêt à prendre un lead, c'est pas tellement le mot adapté, mais en tout cas, prendre un peu notre bâton de pèlerin pour travailler avec l'ensemble du territoire, pour engager tout le monde à aller vers des irrigations de précision en goutte à goutte, etc. Voilà. Et donc, suite à ça, puisque la fin de l'étude était l'année dernière, on a mis en place toute une stratégie et on sait très bien jusqu'où on doit aller avec notre scope 3, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, pour diminuer ces quantités d'eau. Et autre analyse très intéressante de VVF, on avait posé la question, très honnêtement, de but en blanc, de leur dire, si vous pensez que l'activité viticulture et vignoble dans les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années, c'est pas celle qu'on doit avoir parce que c'est juste pas du tout adapté au territoire, parce qu'on sait qu'on va avoir de moins en moins d'eau, etc., dites-le nous. Donc autant vous dire que tout le monde était un peu stressé quand même sur la réponse, parce qu'on a laissé carte blanche et on avait besoin d'avoir cette réponse. Et l'étude aussi a montré quelque chose de hyper intéressant, et c'est là où j'aime bien quand on associe planète et people et communauté, c'est que l'impact socio-économique de la viticulture est tellement important à Mendoza qu'il ne faut surtout pas arrêter cette activité, parce que sinon, il y a d'autres activités qui pourraient venir à la place, et notamment des activités du cuivre, extraction du cuivre, de minerais, qui seraient beaucoup plus consommatrices d'eau au final, et moins, en termes de création de valeur sur le territoire, moins intéressant pour les communautés locales. Voilà. Donc ça aussi, c'était un élément très intéressant à prendre en compte. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, il y a des éléments vraiment importants que tu as mentionnés, c'est notamment l'approche territoriale et regarder au niveau d'un territoire quels sont les usages de l'eau et qui sont les différents acteurs qui utilisent cette eau. Et donc ça, c'est une approche qu'on a dans différents projets qu'on mène au WWF, de regarder les acteurs privés qui ont des activités économiques, notamment agricoles, mais aussi potentiellement regarder comment les acteurs publics peuvent avoir un rôle dans une coordination ou dans une gestion de la ressource en eau, que ce soit sur des usages directs ou sur le développement de solutions fondées sur la nature pour gérer le cycle de l'eau. Donc là, je me tourne vers toi, Jean, pour que tu nous parles un peu du projet qu'on a dans l'Argance et qui met autour de la table des acteurs privés et publics. Oui, tout à fait. Donc l'eau, c'est une ressource un peu spécifique par rapport au carbone. Elle est locale. On en a entendu parler un peu tout le long. C'est-à-dire que d'une rivière à une autre, il peut y avoir que 10 km d'écart, mais au final, on n'aura pas du tout le même état de la ressource. Donc on doit bien regarder à une échelle locale qui est quand même assez micro et qui, dans la redescente SBTN, arrive du coup forcément plutôt à la fin d'une vue mondiale. Il faut redescendre à une échelle locale et avoir les données qui vont bien. L'eau, elle est saisonnière en plus. Donc en fonction des prélèvements qu'on va faire, pour l'eau potable, c'est relativement stable. Mais pour l'agriculture, ça va être sur une période donnée. On va avoir un besoin qui va être très fort, qui fait que l'agriculture, par exemple, ça peut représenter plus de 90% des prélèvements d'eau douce à un moment donné sur un bassin versant. Donc ça peut être assez majeur. Donc évidemment, les communautés agricoles ressortent toujours. 70% de l'eau à l'échelle mondiale, elle est utilisée pour l'agriculture. Et puis, il y a des enjeux de qualité, de quantité, de biodiversité, voire même d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique qui viennent se joindre à tout ça. Donc, c'est une palette de choses où on arrive sur un territoire où on n'a pas forcément la connaissance de tous ces enjeux. Et là, Sandrine l'a bien dit, il faut pouvoir s'approprier, en plus, les enjeux socio-économiques qui sont derrière. Et donc, au WWF, on essaye d'amener ces enjeux de territoire et d'emmener ces acteurs. Avec là un exemple, donc tu l'as dit, en France, sur l'Argance, on est sur un territoire situé entre la Sarthe et le Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France. Petit bassin versant, on est sur un peu plus de 8000 hectares, donc vous voyez que c'est 5-6 communes, c'est vraiment de petite taille. Et là, on a un enjeu où en fait, on demande aujourd'hui aux agriculteurs, puisque c'est uniquement des préleveurs agricoles sur ce bassin versant-là, pas de prélèvement d'eau potable ou d'industriel, on leur demande de baisser de 70% leur prélèvement d'eau. Donc quand je dis on leur demande, c'est qui? C'est l'État, c'est les collectivités locales qui ont travaillé pour comprendre l'état de la ressource en eau, puisque la rivière, qui s'appelle l'Argance, qui est un affluent du Loir encore une fois, c'est une rivière qui s'assèche régulièrement. Et donc il y avait une problématique.
Et des études ont été lancées, des études qui se basent sur différents types d'indicateurs. Je vous passe les données scientifiques et autres calculs qui ont été faits. Mais en gros, c'est 4 grandes composantes. On regarde l'hydrologie, donc on regarde de quoi le bassin versant il est capable de recevoir comme eau, donc les pluviométries, on en a évoqué, l'évapotranspiration, la manière dont les nappes vont être chargées par la pluviométrie. On regarde derrière les milieux, de quoi ont besoin les milieux pour vivre. Donc principalement, on se base sur les rivières. On a des indicateurs, il y a différents types de méthodologies scientifiques qui existent pour évaluer ça. Ça permet de dire on a besoin de tel volume pour pouvoir avoir, en gros, de la vie dans nos rivières. Et ensuite, on va regarder les usages. Qu'est-ce qu'il y a comme prélèvement sur le territoire ? Quels sont tous ces prélèvements, comment ils se répartissent au sein de l'année. Ça permet de faire des modèles hydrauliques qui vont nous permettre de croiser tout ça avec l'évolution du climat. Donc tout ça, ce qu'on appelle les études HMUC pour le jargon, ce sont des études qui permettent d'ailleurs de dire voilà les volumes prélevables, donc voilà le volume qu'on peut prélever sur cette rivière-là, et voilà les volumes qui sont prélevés aujourd'hui. Et évidemment, si les volumes prélevés aujourd'hui sont supérieurs, eh bien on est obligé de baisser. Et là, sur ce territoire, c'est 70%. Donc autant dire que pour les agriculteurs, c'est un mur complet. Ils vont avoir des grosses difficultés à passer ces étapes-là. Et aujourd'hui, ils sont plutôt en train de demander si leur activité, et c'est la même chose, on est en France, dans l'ouest de la France, est-ce que leur activité est pérenne, d'arboriculture, de culture. Donc c'est des questions importantes qui sont environnementales, socio-économiques, de durabilité aussi des exploitations et de capacité à mettre derrière une exploitation sur ce territoire. Et donc là, pour répondre à ta question sur les acteurs, forcément, vous l'imaginez, ça met en route beaucoup d'acteurs parce que bien, la vie économique du coin, c'est l'agriculture. Donc on va avoir toute la chaîne de valeur qui va pouvoir être concernée. Ça s'arrête malheureusement souvent dans les discussions locales à la chambre d'agriculture. Ça va s'arrêter parfois à la coopérative quand on a un peu de chance et qu'on a une coopérative qui a envie de s'engager sur ces actions. Et ça a du mal à aller beaucoup plus loin parce qu'après, les chaînes de valeur sont parfois plus longues, plus difficiles à tracer. Et nous, notre rôle là-dedans au WWF, c'est justement de connecter les acteurs publics. On a cité les agences de l'eau, on peut citer les syndicats de rivières, on peut citer, donc c'est des collectivités locales qui vont agir sur les rivières et sur la gestion de l'eau, les services de l'État évidemment, à travers les agences de l'eau, à travers les DREAL, donc les services de l'État à l'échelle régionale ou à l'échelle départementale. On peut citer évidemment les associations, mais après aussi tout le monde privé, tout le monde agricole qui doit être embarqué là-dedans. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de connecter ces deux mondes parce qu'aujourd'hui, ça se fait très peu. On a plein d'outils administratifs et Jordan l'évoquait tout à l'heure, découvrir, et puis Sandrine l'a vécu aussi, découvrir la palette administrative de la gestion de l'eau en France, c'est parfois compliqué. Je passe des fois pour essayer d'expliquer, mais même en expliquant, c'est franchement pas simple. Il faut baigner dedans pour comprendre. Et donc, il faut connecter en fait des mondes qui aujourd'hui ne se connectent pas vraiment. Et pour ça, il faut pouvoir les engager vers des transitions de pratiques, vers des solutions fondées sur la nature, puisque la solution, elle réside bien dans la baisse du prélèvement. On va forcément passer par là. Donc là, il y a différents types de solutions pour baisser. On a parlé des solutions technologiques et c'est une des possibilités. Mais on peut parler aussi de la capacité à travers la restauration des sols, la santé des sols, donc les pratiques agroécologiques qui permettent de limiter aussi le besoin en irrigation. Et ces pratiques agroécologiques, elles ont une autre vertu, c'est qu'elles vont permettre d'infiltrer de plus en plus l'eau dans les sols. Et ce qu'on propose sur ce territoire de l'Argance, nous, c'est de regarder la baisse des prélèvements, de regarder les filières, mais aussi de regarder la manière dont le cours d'eau, le bassin versant peuvent être beaucoup plus résilients. Comment ? En ralentissant le cycle de l'eau. On a tout fait en France depuis plus de 50 ans pour accélérer ce cycle de l'eau, faire partir l'eau le plus vite possible, parce qu'on voulait qu'agronomiquement, les sols soient les plus rentables possibles. Pour ça, on a recalibré des rivières, approfondi, élargi, on les a mis tout droit, on a arraché des haies, on a drainé des zones humides, drainé des sols. Et bien aujourd'hui, à l'aune du changement climatique, on va être obligé de repenser ces systèmes-là et de trouver un équilibre, notamment pour le cycle de l'eau, mais évidemment aussi pour tous les co-bénéfices que ça peut apporter. Et ce qu'on propose sur l'Argance, on le propose avec la Chambre d'agriculture, on le propose avec les collectivités locales. On a là un travail qui est plutôt ascendant, donc on a un territoire problématique et on va aller travailler pour aller identifier, on en a déjà quelques-unes, mais des entreprises qui sont impliquées sur ce territoire et qui ont aussi leur responsabilité dans la chaîne de valeur, in fine. Et à travers SBTN, d'ailleurs, on en a déjà découvert. Donc dans les deux sens, ça peut marcher et ça peut même se rencontrer avec l'idée d'avoir une action collective pour venir concerter avec les agriculteurs, identifier via des modélisations quelles pratiques agroécologiques il faut faire, à quel endroit, quel type de culture on peut faire, comment est-ce que demain les solutions fondées sur la nature, la restauration des rivières, des zones humides, la mise en place de différents aménagements paysagers pour ralentir ce cycle de l'eau,
Comment est-ce que demain, on arrive à mettre en place ça avec des fonds publics, parce qu'il y a des compétences de collectivité. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, c'est une compétence des intercommunalités. Il y a les fonds de l'Agence de l'eau, il y a des fonds étatiques. Donc il y a différentes possibilités publiques pour pouvoir venir apporter une contribution. Mais si on veut être à la hauteur de l'enjeu, il faut aussi que les privés viennent travailler, et notamment avec leur amont agricole. Merci beaucoup. Et donc là, tu mentionnais au niveau de ce territoire différentes activités agricoles, arboriculture, grande culture, etc. Et donc là, je me retourne vers toi, Sandrine. Donc MH, c'est la viticulture, mais cette ambition de régénérer les sols, elle doit être partagée aussi sur toutes les chaînes de valeur pour pouvoir arriver à une transformation à l'échelle globale des territoires et de l'agriculture. Donc est-ce que tu peux nous parler de l'action de mobilisation aussi de MH autour de ce sujet des sols vivants? Oui, donc on adore les sols. On dit c'est les sols lovers chez Moët Hennessy. Et donc, juste pour rebondir, je voulais vous montrer une petite photo, parce que je trouvais ça intéressant, parce que tu parlais justement de le lier pour mieux absorber l'eau, parce que parfois il y en a trop aussi de l'eau, ou en tout cas ça tombe d'un coup, et il faut que les sols absorbent cette eau. Et donc les pratiques régénératrices, ici vous voyez, c'est d'un côté c'est un vignoble, et on se retourne de l'autre côté, il y a un autre vignoble. Donc il y a un vignoble qui est géré, vous voyez, avec ce qu'on appelle les couverts végétaux entre deux rangs de vignes. C'est celui où l'eau en fait a été retenue, parce qu'en fait le sol est en meilleure santé, donc il retient mieux l'eau. Et de l'autre côté, vous voyez que c'est complètement inondé, ce qui veut dire que quand c'est inondé, on ne peut plus passer, et potentiellement ça a des risques d'éroder en plus ces surfaces. Donc voilà, ça vous montre aussi que combien c'est connecté, les pratiques régénératrices et l'eau, et la régénération des sols et l'eau. Et donc, Laure, comme tu le soulignais, en fait, les sols, on a vraiment décidé d'en faire un sujet, donc depuis encore une fois de nombreuses années, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué, et que surtout si on continuait à réfléchir uniquement sur nos petits entre guillemets, nos marques, nos maisons, nos territoires, on n'allait pas aller suffisamment vite. Et donc il fallait absolument qu'on ouvre à de l'intelligence collective, et donc on a décidé de créer un forum dédié sur les sols qui s'appelle le World Living Soils Forum, et où on invite pendant 2 jours, et ça se passe à Arles, toutes les parties prenantes qui sont connectées sur les sols. Et en fait, quand on parle de parties prenantes, on parle d'associations, on parle de gouvernement, de pouvoir politique, on parle d'entreprises, différentes entreprises, les entreprises concurrentes aux nôtres, mais aussi tout ce qui est agro-business, tout ce qui est fashion, cosmétique, etc. Enfin, tout le monde est dépendant des sols. La science, très important, avoir les experts avec nous. Et donc tout ce petit monde discute pendant 2 jours pour échanger les meilleures pratiques, pour échanger aussi les meilleurs moyens de mesurer tout ça, parce que c'est pas facile, pour échanger sur les certifications diverses et variées. En tout cas, pour pouvoir accélérer l'impact concret sur les différents terroirs et territoires. Donc voilà, on a mis ça en place. Le premier a eu lieu en 2022, le deuxième 2024. On a eu la chance aussi d'avoir Change Now qui co-organise notre événement. Et ça s'appelle le World Living Soils Forum. On veut vraiment avoir cette dimension internationale. Donc ça se passe à Arles, mais en même temps, on a 2 mini-forums qui ont lieu en Californie et en Chine. Et on est connecté avec la Californie et la Chine pour vraiment adresser, encore une fois, l'enjeu global, parce qu'on se dit qu'il y a des bonnes solutions à aller échanger partout. Voilà. Et donc le prochain aura lieu en juin 2026 et avec une coalition d'acteurs. Merci beaucoup. Donc peut-être quelques mots pour conclure. On voit que l'action collective, c'est un nouveau mode d'action des entreprises, mais c'est un mode d'action très important pour atteindre la vraie transformation intégrée au niveau des territoires. Et un enjeu qu'on a à peine touché du doigt, mais Jean, tu l'as mentionné, c'est quand même l'enjeu aussi du financement, de comment partager les risques, partager les actions de transformation, mais aussi partager les coûts pour que tous les acteurs prennent leur part dans le financement de la transition, mais que ce soit aussi supportable dans un business model. Et donc, pour ouvrir un peu le sujet, je voulais vous parler très rapidement, merci, d'un sujet qu'on lance au WWF. Donc, c'est un petit teaser pour ouvrir sur des nouvelles perspectives. On lance le Crédit du Vivant, qui est un outil de financement au service de la transition agroécologique.
Ce crédit du vivant, il a une composante carbone et une composante biodiversité. Le WWF est en train de structurer cette composante biodiversité. Et un gros pendant aussi justice, transition juste et soutien aux agriculteurs pour qu'ils aient un revenu décent et pour qu'ils puissent financer leur transition. Donc je vous en dis pas beaucoup plus, on arrive au bout de cette session, mais on a un stand, on est au stand 288, donc vous pouvez venir nous en parler et on a un événement le 4 novembre pour partager cette solution, expliquer comment ça fonctionne juste avant la COP, donc n'hésitez pas à y participer. Donc merci à tous nos intervenants, merci à vous. Je ne sais pas si on se fait sortir de la salle à 16h pile ou si on a le temps de prendre des questions. Je ne vois pas de vigile, donc personne ne dit rien. On va prendre des questions alors. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais faire circuler peut-être. Non, je vais le faire. Merci. Merci beaucoup pour les présentations, c'était très intéressant. Moi, j'étais juste curieuse de savoir si vous pouvez nous en dire plus sur qui sont les membres du Lab Transition Nature, le nombre, le type d'entreprise, les secteurs d'activité. Oui, alors je peux malheureusement pas encore tout dévoiler aujourd'hui parce qu'on est encore en cours de recrutement, mais on a aujourd'hui une douzaine d'entreprises qui sont déjà engagées. On va dire historiquement, enfin les acteurs les plus historiques sur ces sujets, c'est ceux qui ont un amont agricole, donc soit l'agroalimentaire directement, soit les cosmétiques, soit le textile. Et puis on a deux autres secteurs qui se sont greffés à ça, qui sont arrivés. Donc voilà, c'est un peu la deuxième vague, qui sont le secteur de la construction et celui de l'énergie. Voilà, et on devrait pouvoir annoncer la liste des membres. On espère en avoir une quinzaine, au moins une quinzaine dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans le pire des cas. Merci. Et donc c'est encore ouvert. Voilà, s'il y a des entreprises qui sont intéressées. Et la participation est gratuite. La seule chose qu'on demande pour devenir membre du Lab, c'est de s'engager dans la mise en œuvre de SBTN. Voilà. Là, on va rester un petit peu si certains veulent venir nous voir aussi. Et puis sinon, donc le stand de 288. Merci et bon forum.